Le point sur ces menaces nucléaires, que ce soit en Turquie ou en Iran. Ce soir, on est avec Gérard Vespierre, qui est chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient à Paris. Bonsoir. D'abord, Erdogan. Comment faut-il interpréter cette velléité de se doter d'armes nucléaires, de manière assez menaçante d'ailleurs, hein, dans le ton employé par le président turc? Avec beaucoup de prudence. Parce que M. Tayyip Erdogan est sur la défensive, il est sur la défensive économique, il est sur la défensive vis-à-vis des États-Unis, puisqu'il a décidé de se pourvoir en missiles S-400 russes pour la défense antiaérienne de son pays. Et de ce fait, les États-Unis ont pris la décision d'arrêter les approvisionnements de pièces turques pour l'avion F-35, mais c'est un avion qui va être mondial. C'est un avion qui représente des milliers d'unités de production et donc la Turquie ne pourra plus participer à la fabrication, à la construction pour laquelle elle intervenait. Deuxièmement, les États-Unis ont décidé de supprimer la commande de 100 avions de ce type F-35 à la Turquie. D'où la volonté de M. Erdogan d'entamer des négociations et cette menace de recourir plus tard au nucléaire de façon à faciliter la reprise des négociations avec les États-Unis et le retour des États-Unis vers l'annulation de leur décision vis-à-vis de cet avion. Donc il n'y a pas, selon vous, de risque de voir une vraie course à l'arme nucléaire dans cette région? Parce qu'on a dit qu'avec la menace iranienne, le fait que l'Arabie Saoudite puisse également se chercher à se doter d'armes nucléaires, eh bien la Turquie pourrait finalement aussi emboîter le pas. Vous ne voyez pas ce scénario se dessiner? Vous avez raison si le domino iranien tombe, à savoir si effectivement l'Iran conduit une politique industrielle et financière pour se doter de l'arme nucléaire. À ce moment-là, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte prendront peut-être le chemin, ou vraisemblablement, et là c'est le grand risque, de se doter d'un armement nucléaire. Mais tant que l'Iran n'est pas parti de façon officielle, visible, industrielle et financière sur cette optique-là, je pense qu'il s'agit d'un chantage. Alors justement, parlons de la stratégie maintenant de l'Iran, qui va détailler samedi de nouvelles mesures, et donc tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un enrichissement plus important d'uranium en dehors des limites de l'accord de Vienne en tout cas. Qu'est-ce que cela peut entraîner à votre avis? Parce que l'Europe aujourd'hui est inquiète, on a vu une mise en garde de l'Union européenne à Téhéran lui demandant de ne pas aller au-delà de ce qui est toléré par l'accord de Vienne. Tout le monde est inquiet. L'Europe, la Chine est inquiète. Le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, il y a quelque temps, a déclaré « Si Téhéran décide de sortir de l'accord nucléaire, il faudra bien réfléchir au préalable ». Donc tout le monde est inquiet. Mais il faut bien voir de façon précise la minutie des déclarations iraniennes. Il ne s'agit pas, pour le moment en tout cas, d'enrichir à un niveau supérieur à 4,6%. Il s'agit de développer, non pas la production, mais il a été précisé, la recherche et le développement. Voyez-vous, donc tout est vraiment très très calibré, de façon à ne pas créer l'irréversible. Et quand on a évoqué la proposition des 15 milliards de la part de l'Europe, il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Angleterre et l'Allemagne pour verser cet argent à l'Iran en échange d'un retour à la case départ sur l'accord nucléaire. Il est bien évident que les Américains ont dit non parce que la contrepartie iranienne a été jugée insuffisante. En quoi consistait-elle? Rediscuter donc à partir de la position de 2025, ce qu'on appelle le sunset clause, qui pour le moment donc est une situation ouverte. Il faut définir ce qui se passera à partir de 2025. Il faut aussi proposer l'Iran, donc parler de l'activité régionale. Et ça n'a pas été
jugé suffisant parce que 15 milliards de dollars, c'est une somme énorme. Cela représente 40% des exportations iraniennes de pétrole. Et pour 40% des exportations iraniennes de pétrole, je pense que les États-Unis en particulier veulent davantage de concessions. Ça veut dire aujourd'hui qu'on ne verra sans doute pas de rencontre entre Rouhani et Trump à l'ONU. Est-ce que vous pensez que là, avec ce qui va se passer, les relations ne sont pas près de se réchauffer entre les deux pays? Une quinzaine de jours, effectivement, ça risque d'être un peu court. Donc il a fallu pratiquement 6 mois pour aboutir à quelque chose entre la négociation à Biarritz et puis le début des négociations de déplacement de la Commission des Affaires étrangères, par exemple de l'Assemblée nationale française à Téhéran. Donc cela a pris 6 mois. Et là, donc, il n'y a que 2 à 3 semaines. Donc, c'est peut-être effectivement un peu court. Et puis, il y a les pressions d'Israël aussi. On a vu aujourd'hui Netanyahou qui s'est rendu à Londres. Israël qui se sent menacé directement et qui menace aussi d'intervenir militairement. Tout cela peut faire dégénérer la situation. Dégénérer, normalement, non. Mais qu'est-ce qui est normal, n'est-ce pas? Donc le problème, c'est que je crois que l'Iran, pour gagner et aboutir à avoir d'autres cartes, des cartes supplémentaires dans sa main, est amené à créer de nouvelles tensions entre le Hezbollah et Israël. Parce que ce que vise Téhéran fondamentalement, c'est de pouvoir rester au Liban, rester en Syrie. Et donc, ils peuvent offrir, dans le cadre des négociations, de faire baisser les tensions qu'ils ont artificiellement créées. C'est là un jeu entre le court terme et le long terme. Le long terme, pour l'Iran, c'est de rester au Liban et en Syrie. Et là, donc, ils vont définitivement essayer de s'y accrocher. Merci beaucoup pour cet éclairage, Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Vous étiez en direct depuis Paris. On parlait du Liban, justement, et du Hezbollah. Eh bien, aujourd'hui, des réfugiés palestiniens au Liban ont manifesté devant l'ambassade du Canada. Ils cherchent à obtenir l'asile au Canada, car le Liban ne leur a